place au débat de cette émission. Le Liban peut-il renouer avec la paix? Un accord cadre a donc été signé entre les Libanais et les Israéliens sous l'égide des États-Unis. Maintenant, il va falloir l'appliquer. Oui, mais comment, au vu des dernières déclarations des principaux acteurs du conflit, Israël ou le Hezbollah? Ça paraît très compliqué, voire impossible. Pour en parler, nous sommes avec Sophia Amara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, spécialiste du Proche-Orient. Vous avez notamment enquêté sur le Hezbollah. Et nous sommes en direct avec notre correspondant à Beyrouth. Bonsoir, Arthur Saradin. Alors, cet accord cadre en 14 points, est-ce que c'est déjà une victoire ou est-ce que l'essentiel reste à faire, comme le souligne mon confrère du quotidien libanais de l'Orient le Jour? Qu'est-ce que vous en dites, Arthur Saradin, depuis Beyrouth? C'est vrai que c'est un protocole d'accord. C'est vrai qu'on n'est pas sur un accord final. Il inclut pas de calendrier précis, il inclut pas de garantie précise. Et puis surtout, c'est un accord qui se négocie alors que d'autres sont aussi sur d'autres tables. On pense notamment au sort du Liban qui est traité entre Washington et Téhéran dans le cadre d'un accord régional. Donc pour l'instant, celui qui est proposé dans cet accord cadre, il parle seulement d'un retrait de l'armée israélienne de 2 toutes petites poches des zones occupées au sud du Liban pour laisser place à l'armée libanaise. Mais elle ne donne pas de garantie d'un retrait total de l'armée israélienne et elle demande un désarmement à terme du Hezbollah, mais c'était, j'allais dire, déjà le cas des accords signés les années précédentes et c'était même le cas depuis des décennies des accords cadres qui avaient pu être signés par le passé entre le Liban et Israël. Et il y a une nouveauté quand même qui est cette relation bilatérale un peu inédite, sous patronage américain, mais qui se fait quand même canon sur la tempe. Mais ça reste quand même le début d'un commencement de quelque chose seulement, cet accord cadre. On dirait Marco Rubio, là. Effectivement, il a dit que c'était le début du début, Sophia Amara. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, c'est encore très flou, on n'a pas le texte en entier, mais est-ce que c'est quand même un bon signal? Écoutez, moi j'ai consulté le texte en entier de 14 points. Alors évidemment, chacun voit midi à sa porte. Et les Libanais affirment, en tout cas les négociateurs et le Liban officiel, affirment que c'est la voie vers la souveraineté. Les Israéliens sont contents d'avoir, d'une certaine manière, à travers cet accord cadre, consolidé l'idée d'une zone tampon, qui en réalité est une zone occupée et qui nous rappelle un petit peu les sombres heures en 1978 où l'occupation du Sud-Liban a commencé et cela a mené à rien de moins que la création du Hezbollah. Donc aujourd'hui, on recrée une zone d'occupation et on se dit qu'on va retirer le Hezbollah. C'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué et c'est effectivement ce retrait de l'armée israélienne, il est conditionné. Benjamin Netanyahou a été assez clair sur le sujet. Israël conserve sa présence dans la zone de sécurité du sud du Liban. C'est une réussite majeure. Nous maintiendrons cette position tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé et tant qu'une menace pèsera sur l'État d'Israël. Cependant, nous permettons à l'armée libanaise de commencer à s'organiser pour prendre le contrôle du territoire. Alors justement, on va voir ce territoire, cette carte avec ce sud-Liban qui a été grignoté, si je puis me permettre cette expression, par Israël. On voit que quand même il y a une avancée. Arthur Saradin, on parlait de ces zones pilotes. C'est normalement l'armée libanaise qui devrait reprendre le contrôle. Est-ce qu'on sait exactement comment ça va se passer? Est-ce que c'est possible même? Déjà, on ne sait même pas vraiment quelle zone ça va concerner a priori. Ça peut très bien concerner des zones qui aujourd'hui échappent à un contrôle total de l'armée israélienne. C'est-à-dire que la zone qu'on voit dessinée en orange dans cette carte, qui représente à peu près 600 km², qui est une zone d'occupation israélienne, l'occupation ne se fait pas toujours de la même manière. Vous avez des zones qui sont avec une présence physique israélienne, avec des villages qui sont rasés, d'autres, notamment des localités chrétiennes ou sunnites ou druzes, où il y a une tolérance sur des populations qui vivent sous contrainte mais qui peuvent rester dans leur village. D'autres où l'armée israélienne tente des incursions de temps en temps, n'a pas un contrôle stratégique total. Donc c'est une zone qui est en mouvement. Encore ce matin, l'armée israélienne revendiquait des percées dans les régions près du Golan occupées, avec des mouvements militaires qui continuent malgré le cessez-le-feu annoncé. Donc cette reprise de contrôle de l'armée libanaise, elle est d'autant plus compliquée que le Hezbollah n'a pas fait partie de ces négociations bilatérales. Il les rejette totalement, il continue ses activités militaires. Et on retombe un peu, j'allais dire, dans le paradoxe de l'armée libanaise, c'est-à-dire qu'on lui demande d'être assez forte
pour s'opposer et pour désarmer une des plus grandes milices de la région que l'armée israélienne elle-même depuis 40 ans n'arrive pas à défaire, tout en l'empêchant d'avoir les moyens de, disons, cette force martiale, parce que depuis les années 90, l'armée libanaise n'a pas le droit d'avoir des missiles sol-air, des missiles antiaériens, parce qu'on ne veut pas d'une armée arabe forte aux frontières d'Israël. Et donc c'est aussi dans cette faiblesse que naît le Hezbollah, et on est encore en train de nourrir ce paradoxe, de demander, sans, j'allais dire, les conditions matérielles, à l'armée libanaise de reprendre possession d'une zone qu'elle n'arrive pas encore à contrôler. Alors, Sophia Mara, il y a quand même dans cet accord 30 millions de dollars pour renforcer cette force libanaise, une sorte là aussi on nous évoque une sorte de coordination sécuritaire et militaire permanente entre Liban, Israël, les États-Unis. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que les Libanais en voudraient? Est-ce que l'armée libanaise accepterait ça? Alors, les 30 millions de dollars qui sont accordés à l'armée libanaise sont à peine suffisants pour pallier au plus pressé. Et je vous ajouterai ceci, c'est que ce n'est pas une question d'argent. L'armée libanaise a un problème. Comme disait Arthur depuis Beyrouth à l'instant, imaginez-vous qu'on demande à une armée libanaise de désarmer le Hezbollah, alors que les Américains n'ont pas réussi à vaincre l'Iran, qui est le parrain du Hezbollah, donc plus puissant que le Hezbollah, qu'Israël elle-même n'a pas réussi pendant des années, voire des décennies, à désarmer le Hezbollah. Et aujourd'hui, on demande à une armée, ou l'armée d'un pays failli, dont on a tout fait pour qu'elle reste en deçà du niveau de risque pour l'armée d'en face, celle d'Israël, une armée qui fuit à chaque fois que Israël occupe le Sud-Liban. Et en plus, et c'est ça le pire, et je conclurai par ça, c'est qu'on lui demande de faire ce travail-là, que personne n'a réussi, en coordination avec une armée d'occupation. Oui, avec Israël, effectivement, voilà. Ce qui a été dit, et avec les États-Unis. C'est Mais problématique. il y a aussi le problème du fait que dans l'armée libanaise, il doit bien avoir des soldats qui sont chiites. Donc peut-être aussi, est-ce que ça complique pas aussi la donne? Oui, mais ça n'est pas la première cause. Ça n'est pas la première cause. Moi, ça pourrait pas créer des dissensions? Ça peut créer des dissensions. Généralement, les chiites qui vont dans l'armée et qui n'ont pas choisi d'aller au Hezbollah, c'est des gens qui ont une certaine allégeance à l'égard de l'État. Bien sûr, ils ne voudront pas lever leur fusil face à leurs frères ou leurs cousins qui, eux, dans les mêmes familles chiites, sont avec le Hezbollah, certes, c'est la première raison. Et puis, traditionnellement, il y a une amitié. J'avais fait un film qui s'appelle L'armée du salut au Liban, et on avait vu des chrétiens, des druzes, très pro-Hezbollah, parce qu'ils considèrent que pendant les décennies où l'armée n'a pas eu suffisamment de moyens pour faire face à toutes les occupations et les ingérences, eh bien le Hezbollah, lui, jouait ce rôle. Et donc, ils étaient, d'une certaine manière, liés à lui. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une volonté politique. Et j'ai entendu, les dernières 24 ou 48 heures, une volonté de changer la tête de l'armée qui rechigne et qui est chrétienne à y aller. Donc une volonté politique qui s'affirme, mais le Hezbollah, on l'a dit, est absent. C'est un mouvement chiite pro-iranien, on le rappelle. Il parle d'un cadeau à l'ennemi, il ne veut pas de cet accord. Il dit même que ça pourrait mener à une guerre civile. On va écouter Naïm Kassem lors de sa dernière déclaration publique. Israël doit partir sans condition. Aucun engagement portant atteinte à la souveraineté du Liban ne sera toléré et nul n'a le droit de signer ou d'accepter quoi que ce soit. Alors Arthur, effectivement, on va revenir sur ces déclarations. Le Hezbollah est évidemment contre. Est-ce que ça peut faire tout capoter ? Oui, ça peut tout faire capoter, d'autant qu'il ne faut pas oublier le facteur du parrain iranien qui, encore une fois, a mis le Liban dans les conditions de l'accord, le deal régional avec Washington. C'est ça qui peut vraiment... c'est parce que, disons, l'accord régional peut être menacé par un retrait iranien que l'accord entre les autorités libanaises et Israël peuvent aussi capoter. J'allais dire, même par le passé, qu'on regarde par exemple un accord qui avait été signé, c'était le 17 mai 1983, déjà à l'époque, sous égide américaine, le Liban et Israël conviennent d'un accord de retrait de l'armée israélienne du Sud avec reprise des territoires par l'armée libanaise. Et à l'époque, l'accord capote à cause de la Syrie, qui occupait le reste du territoire libanais et qui s'opposait à une perte d'influence qui serait justement celle de relations renforcées entre le Liban et Israël. C'est ce que peut faire aujourd'hui l'Iran. Il a son proxy, le Hezbollah, à protéger. Il y a aussi une crise de légitimité des autorités libanaises qui pourrait naître d'un
retrait israélien négocié par l'Iran et pas par les autorités centrales qui sont engagées depuis des semaines dans ces dialogues bilatéraux. Et puis le Hezbollah, j'allais dire, il est toujours dans ce fonds de commerce de la résistance qu'il l'a vu naître, qui est celui d'une intransigeance sur la moindre présence israélienne au sud du Liban. C'est ce qui lui a permis de prospérer en plus de l'argent iranien. Donc c'est sur cette rhétorique qu'il se base aussi pour refuser tout accord et toute négociation directe avec son ennemi du Sud, et il privilégie ce qu'il revendique être la résistance armée. Ça lui permet aussi d'avoir une rhétorique pour légitimer son arsenal. Et donc le Hezbollah, c'est pas très étonnant qu'il soit dans cette rhétorique verbale. La question, c'est le rapport de force au-delà de tous les accords et les discours sur le terrain. Qu'est-ce qu'il donnera? Quel sera le résultat du bras de fer? Sophia Amara, alors je vais poser une question qui peut sembler naïve, mais est-ce que le Hezbollah peut se désengager de ce lien organique avec l'Iran et décider de devenir une force politique? Est-ce que ça, c'est possible ou pas du tout? Non, c'est absolument exclu. C'est absolument exclu. Le Hezbollah est un produit iranien. Il l'a été dès la première seconde. Quand dans un avion en 82, 180 combattants des Pasdaran sont partis de Téhéran sur Damas. Ils sont rentrés par voie terrestre. On était témoins des confrères, le grand Lucien Georges, qui n'est plus aujourd'hui ici, du Monde, et Jonathan Randall, qui est un témoin qui est encore là, journaliste américain, et ils sont venus pour former ces gens-là. Et puis d'ailleurs, le Hezbollah lui-même le dit, il dit nos armes, Hassan Nasrallah, avant d'être assassiné par les Israéliens, a lui-même dit tout vient de l'Iran. Et pire encore, la guerre dans laquelle il a entraîné le Liban, alors que le Liban est à genoux, c'est-à-dire plus d'argent des déposants, plus d'électricité, plus d'eau, une première guerre nommée au nom de Gaza qui n'a rien changé pour les Gazaouis, et une autre guerre parce qu'on a tué Khamenei, et aujourd'hui on vous dit, enfin au Hezbollah, merci l'Iran. Donc c'est impossible, la paix est impossible, c'est-à-dire que le Hezbollah est là. On ne parle pas de paix ici. Mais il faut bien, pour qu'il y ait une paix, il faut bien que tout le monde soit d'accord. La paix est un grand terme, il vient après, c'est un aboutissement, c'est un but final. Aujourd'hui, il y a deux problèmes. Il y a les armes du Hezbollah et il y a une occupation israélienne. Et il aurait été sage, puisque quand même il y a un point important dans cet accord cadre, c'est que les négociations ont lieu de manière directe, en court-circuitant les Iraniens. C'est ça qui est de positif. Est-ce que c'est une stratégie qui est maligne? C'est pas une stratégie, il ne restait plus que ça. Il y a eu la négociation, la France a joué son rôle, puisque la France est historiquement et traditionnellement l'allié le plus puissant, le protecteur même du Liban. Elle n'y est pas arrivée, les Israéliens n'en voulaient pas. Aujourd'hui, c'est Trump, avec sa diplomatie un peu chaotique, et je pèse mes mots, et qui apparemment a réuni ces deux parties inconciliables autour de la même table. Peut-être que c'est ça qui va marcher. On n'est pas à l'abri d'un succès. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, il est question de désarmer le Hezbollah, ce que personne n'a réussi à faire jusqu'ici, pas même la première puissance du Moyen-Orient, qu'est Israël, par une armée qui est moribonde, qui est l'armée libanaise, et en collaboration avec qui? Avec cette même armée d'occupation. Donc pour vous, vous l'avez dit, c'est impossible. Mais Arthur Saradin, est-ce que le Hezbollah, il est toujours extrêmement soutenu par les Libanais? Alors on sait que c'est un pays multiconfessionnel, mais est-ce qu'ils sont toujours soutenus? Est-ce qu'il pourrait y avoir une pression populaire pour que le Hezbollah lâche ou absolument pas? Ça peut exister. En fait, hier, d'ailleurs, Naïm Kassem agitait justement ce chiffon de la guerre civile qui effraie tout le monde, parce que c'est vrai que sur la question du Hezbollah, il y a des divisions qui sont fondamentales. La réalité, c'est qu'après 3 mois de guerre, il n'y a pas eu de divisions qui ont, se sont créées, au sein de la communauté chiite de manière spectaculaire autour de la question des armes du Hezbollah. Parce que la violence de la guerre israélienne et des bombardements et le déplacement de plus d'1 million de civils libanais, les plus d'1 milliard de dollars de dégâts au sud du Liban en seulement 3 mois, ils ont ressoudé une partie de cette communauté chiite qui est pourtant très critique à l'égard du Hezbollah quand il est au pouvoir, quand il prend des décisions, même vis-à-vis de son projet islamiste, mais que quand il est question d'occupation et que cela réveille les souvenirs du passé, celle de l'occupation des 20 années qui avaient privé justement ces populations de leurs terres et de leur souveraineté, disons que le sentiment il est un peu plus ambigu. Il ne faut pas non plus
se mentir, une grande fatigue au sein des populations du Sud, et certaines font déjà d'ailleurs peser le chapeau porter le chapeau au Hezbollah, parce que comme Sofia le disait, le Hezbollah a ouvert ce front en soutien à son parrain iranien. Il l'a pas ouvert pour les 5 points de la frontière qui étaient encore occupés depuis 2024. Mais disons que cette animosité, elle peut se reporter sur un processus électoral ensuite, quand les gens devront voter ou non pour le Hezbollah, mais ça va pas faire forcément mobiliser la rue chiite contre le Hezbollah dans les rues aujourd'hui. Alors ce qui est frappant, c'est le nombre d'acteurs, et c'est souvent le cas malheureusement au Liban, hein. On l'a évoqué, Israël, les États-Unis, l'Iran, et on peut se demander la souveraineté du Liban, elle en est où? Alors aussi, on voit le soutien de la France, vous l'avez évoqué, Emmanuel Macron avec Giorgia Meloni veulent une coalition internationale pour prendre le relais de la FINUL. On va écouter le président français. Nous voulons lancer une coalition sur le dispositif post-FINUL, évidemment en coordination avec l'Union européenne et les Nations unies, pour renforcer la souveraineté du Liban et de ses forces armées et empêcher que son territoire ne devienne le point d'appui d'une escalade régionale. Voilà, donc cette volonté entre la France et l'Italie, une coalition internationale. Sofia Amara, est-ce que justement c'est ça le nœud du problème, c'est que le Liban se retrouve dépendant de toutes ces influences externes? Ça a toujours été le cas. Le Liban a toujours été une sorte de caisse de résonance des conflits du Proche-Orient, ou une boîte aux lettres où on se passe les messages. Un peu le ventre mou, parce que c'est un pays relativement démocratique, où on change de président, où on peut sortir dans la rue, insulter le gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça a toujours été... Mais alors, le message, il est très clair. Il est le suivant. Déjà, concernant la France, vous avez bien fait de le souligner. Moi, je me suis entretenue avec diverses parties libanais, et ils sont très satisfaits de ne pas être livrés à eux-mêmes fin 2026, lorsque la FINUL, qui est le mandat des Nations Unies qui protège cette région, ou qui est en tout cas le policier dans cette frontière qui est très, très mouvementée, qui est la frontière entre le Liban et Israël, et bien qu'on retrouve quand même cette force que vient d'évoquer le président Macron. Par contre, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une partie qui vient pour protéger le Liban, en fait, c'est son ancien bourreau. C'est-à-dire, le Liban est toujours aux prises avec des pompiers pyromanes. Par exemple, l'Iran, aujourd'hui, qui veut faire cesser les armes, mais c'est lui qui a armé le Hezbollah et qui a affaibli l'État pendant des décennies. Donc, il est toujours aux prises avec des pompiers pyromanes. Idem pour Trump, qui les a fait parvenir à cet accord. Qu'est-ce qu'il a fait, Trump, au Proche-Orient? Mais il a pas... Mais alors là, c'est une façon peut-être pour le président américain de redessiner le Proche-Orient comme il le souhaite. C'est un terme un peu vague que je n'ai. Mais quand il a évoqué la Syrie, par exemple, parce que ça, après on va aller voir Arthur. Non, mais ça pouvait surprendre, parce que quand même le souvenir laissé par les Syriens aux Libanais, c'était quand même une idée. C'est pour ça que le terme de redessiner le Proche-Orient, en fait, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut régler les problèmes au Proche-Orient. Au Proche-Orient, il y a une milice qui tient un pays, qui est le Hezbollah. Il faut la désarmer. Ça, c'est un problème qu'on règle. Le deuxième problème, c'est qu'il y a une occupation et une violation incessante des Israéliens de la souveraineté. Vous parliez de la souveraineté libanaise. Il faut le régler. Après, il y aura une paix entre les peuples. Ils s'aimeront, ils se fréquenteront, ils se visiteront. C'est une conséquence. Le problème, c'est qu'il faut régler les problèmes. Et c'est ça que... Et l'État libanais est lui aussi responsable, parce qu'il est temps qu'il se saisisse et qui disent aujourd'hui, je règle quel que soit X. On va laisser le mot de la fin à Beyrouth, à vous, Arthur Saradin. Alors, est-ce que les autorités, le gouvernement libanais a les cartes en main ou pas ? Oui et non. C'est-à-dire que les autorités, vous savez, ce qu'elles représentent aujourd'hui au Liban, Sofia Amara a raison de parler aussi de la responsabilité de l'État. Le Hezbollah, c'est vrai que c'est un produit iranien, mais je vais dire c'est un produit iranien qui est aussi permis par la forme de l'État libanais, par sa faiblesse qui l'a fait un État très central, qui pendant des années a abandonné les marges du pays, a fait aussi que c'est un système consociatif, multiconfessionnel, où des anciennes milices héritées de la guerre civile sont aujourd'hui devenues des partis qui sont soutenus par telle ou telle puissance, et au final, dans l'équilibre confessionnel, on a aussi un équilibre d'ingérence. Je pense qu'on l'a bien raconté ces dernières minutes, entre l'Iran, les États-Unis et d'autres nations qui veulent jouer leurs cartes sur le territoire libanais.
Et donc malheureusement, la faiblesse des autorités les empêche parfois de pouvoir jongler convenablement avec ces ingérences et d'avoir le poids nécessaire dans la faillite qui est celle du Liban depuis 2019 pour pouvoir régler des problèmes fondamentaux, j'allais dire depuis presque la création du Liban, en tout cas depuis des décennies. Merci Arthur Saradin en direct de Beyrouth. Merci Sophia Amara. Donc on a bien compris que cet accord cadre, on n'en est qu'au début du début. On reboucle ce qui était dit au début de ce débat.